Catherine Larochelle, qui est historienne de formation, professeure au département d'histoire de l'Université de Montréal depuis 2018. Elle est membre du comité éditorial de la revue Histoire engagée et est chercheuse régulière du Centre d'histoire des régulations sociales et évidemment du CRIJAD aussi. Les quatre thématiques qui orientent son travail depuis quelques années sont l'histoire du racisme dans la culture canadienne-française au 19e siècle, dont aujourd'hui elle va nous dire beaucoup plus, l'étude du colonialisme québécois, l'histoire de l'enfance et des enfants, ainsi que les transformations et défis contemporains que connaissent le monde universitaire et la discipline historique. Elle s'intéresse par ailleurs aux formes variées que peut prendre la diffusion de l'histoire savante. Ses recherches actuelles portent sur l'œuvre de la Sainte Enfance, 1920-1960, et sur le discours colonial missionnaire canadien au 19e siècle. Isabelle, est-ce que toi aussi tu veux dire un petit mot en tant que co-directrice du centre avant de débuter? Non, ben en fait, bonjour, merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui. Merci particulièrement à Catherine d'être avec nous. Donc, on est vraiment heureux que vous soyez avec nous pour ouvrir en fait les conférences midi. Donc, on a très, très hâte de vous entendre. Donc, je vous cède la parole. Merci beaucoup d'être avec Parfait, merci beaucoup. Et donc, moi, je vais me taire et laisser la parole à Catherine Larochelle. Super. Ben, vous m'entendez bien. Vous me dites si jamais il y a des problèmes de son. Je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir de m'adresser là à vous dans le cadre de ces conférences midi au sujet de ce livre qui est la version remaniée de ma thèse de doctorat qui était donc elle-même l'aboutissement de 5 ans de recherche. Et donc, c'est un parcours, disons, de recherche, un parcours intellectuel qui a débuté il y a plus qu'une décennie. Donc, j'ai commencé mon doctorat avec la question suivante. Quelles images de l'autre produites par quelles idéologies ont été transmises par l'école québécoise? Et rapidement, la question de l'autre, de l'altérité, est devenue centrale. Et j'ai voulu comprendre d'abord et avant tout comment l'école québécoise avait construit des figures d'altérité, quelles étaient ces figures et quel rôle elles avaient joué dans la construction identitaire des élèves québécois, à la fois la communauté francophone et la communauté anglophone. La recherche que j'ai menée s'échelonne sur un long 19e siècle. Les sources que j'ai lues, comme le titre du livre l'indique, sont racistes et le langage qui était utilisé est très violent. Je reprends pas dans mes mots à l'oral ce langage déshumanisant et violent. À l'occasion, j'en mets des extraits sur mon PowerPoint pour que on comprenne bien la réalité de cette histoire. Ma position par rapport à cette recherche, elle est également importante. J'ai étudié un bagage d'archives qui déshumanisait différents groupes auxquels je n'appartiens pas. Et quoique j'ai été sérieusement affectée par la lecture de ces innombrables pages de propos racistes, j'étais pas touchée directement, j'étais pas visée par ces propos déshumanisants. Et cette situation m'a certainement aidée à arriver au bout de l'étude, à l'avoir complété, donc ce doctorat à la base là, en 5 ans. Le plan donc de cette conférence, je vais d'abord proposer donc proposer quelques notions sur ces trois questions-là qui ont structuré mon étude. Puis j'observerai avec vous les procédés rhétoriques qui ont construit l'altérité à l'école. Ensuite, quelles figures se sont dégagées, donc quelles figures types ont été particulièrement importantes dans ces représentations et les usages pédagogiques qui ont été faits de l'altérité à l'école. Donc, quelques mots d'abord pour définir ce qu'est l'altérité. Évidemment, l'identité, on sait très bien ce que c'est. L'altérité est donc l'opposé. En premier lieu, l'altérité se comprend au niveau de la relation éthique, donc de la relation intersubjective, de la relation d'humain à humain. Donc, pour moi, vous êtes, bon, derrière vos caméras fermées, vous êtes tous des autres, des autrui avec qui je peux entrer en relation. C'est un premier niveau d'altérité, donc tout être humain en dehors de moi-même incarne l'altérité. Ceci dit, c'est pas ce niveau d'altérité que j'ai trouvé dans l'institution scolaire, dans les archives. Comme j'ai étudié des discours et des représentations, j'ai été mise face à l'altérité de ce qui est pas le nous. Autrement dit, l'école construit la communauté d'appartenance. Elle apprend aux élèves à reconnaître les contours de leur nation, de leur patrie, à quoi reconnaître cette patrie-là. Et par le fait même,
elle la positionne dans une communauté plus large, une sorte de grande famille, on pourrait dire, et elle en exclut ce qui est autre. Mais évidemment, ce n'est jamais exprimé dans ces termes-là. On ne dit pas aux élèves, voici les peuples qui te sont autres, qui sont opposés à la société à laquelle tu appartiens. L'altérité, elle est construite par l'institution scolaire de mille et une façons, et c'est ça que j'ai cherché à décoder et à comprendre. Et c'est ce que je vais vous présenter après un dernier mot sur le processus de construction de l'altérité que j'ai examiné. Donc, c'est une construction en 4 étapes, en 4 aspects, si on peut dire. D'abord, il y a l'objectivation. Donc, l'altérité est un objet de connaissance. Et dans l'objectivation, il y a une connaissance qui précède la reconnaissance de la différence. C'est-à-dire qu'un individu ne peut pas être reconnu comme différent sans que sa différence soit préalablement connue, préalablement apprise. Une fois l'altérité élaborée comme connaissance, entre en ligne de compte donc le deuxième aspect, c'est-à-dire la reconnaissance. La reconnaissance renvoie au processus d'acquisition du savoir qui sous-tend l'apprentissage de la différence. Donc, grâce à la connaissance, les élèves doivent pouvoir reconnaître l'altérité, c'est-à-dire qu'ils possèdent le savoir nécessaire pour identifier les figures d'altérité par la simple mention d'un mot, d'une coutume ou d'une image. La question des images me mène donc à la question de la visualité, qui est liée au mode de connaissance du 19e siècle. On est vraiment dans un siècle où le regard observateur crée la connaissance. Et ça, pas seulement en anthropologie, mais dans d'autres domaines scientifiques, dans d'autres innovations technologiques. On peut penser à l'éclairage des villes. On peut voir ce qui se passe notamment dans la question de la photographie, la révolution de l'image, la révolution de l'imprimé. Donc, la quantité d'images circule. Euh, la quantité d'images qui circulent au 19e siècle vraiment augmente beaucoup. Et donc, la vue permet l'acquisition d'une connaissance de l'autre qui n'oblige pas la relation éthique, qui ne nécessite pas la confirmation de la qualité de sujet de l'autre, donc son humanité, parce que la vue n'implique pas l'autre comme acteur. Ce que ferait l'utilisation de d'autres sens comme l'ouïe, on peut penser donc à la parole ou le toucher, ça implique les deux personnes, alors que la vue permet de garder une distance finalement et de pas reconnaître l'humanité ou le caractère de sujet de l'autre. Finalement, l'appropriation, la performance, par là, j'entends donc la représentation de soi, d'un individu ou d'un groupe d'individus. Et ça, évidemment, ça comprend les performances artistiques, des performances théâtrales, où les performeurs incarnent une identité qu'ils ont souvent empruntée. Et ça, on va retrouver ça dans l'école, notamment dans toutes les pièces de théâtre scolaire qui sont faites par les enfants. Donc, 3 questions maintenant. Pourquoi avoir étudié l'école? Pourquoi cette période particulière? Et est-ce que cette histoire est une histoire purement québécoise? Donc, d'abord, pourquoi l'école? Par l'école, j'entends l'école primaire et ce qu'on entendrait aujourd'hui par l'école primaire et secondaire, c'est cette catégorie donc d'âge que j'ai observée. La question de l'altérité aurait pu être étudiée dans d'autres lieux de diffusion des représentations, la littérature, la presse, les débats parlementaires. L'avantage d'étudier l'école, en fait, c'est qu'elle concerne une majorité de la population québécoise au 19e siècle, car la grande majorité des enfants vont passer par les bancs d'école, même si ce n'est que pour quelques années. Ensuite, les archives scolaires sont aussi assez claires à définir, donc tout ce qui est lié à l'école finalement. Et donc le corpus de sources à partir duquel j'ai travaillé était assez évident à constituer. Et finalement, c'est une institution, l'école, qui diffuse ce que les autorités de l'époque, autorités étatiques, religieuses, morales, considèrent donc être une connaissance vraie et surtout une connaissance nécessaire à transmettre à la société. Donc, les sources que j'ai utilisées, ce sont des manuels scolaires, évidemment, de plusieurs disciplines, des archives liées aux séances parascolaires, aux pièces de théâtre, aux archives missionnaires qui étaient reliées au domaine de l'école, aux archives produites par les élèves elles-mêmes, des compositions, des devoirs, des cartes géographiques, des revues pédagogiques et des rapports d'inspecteurs d'école. La période maintenant. Donc, que se passe-t-il au 19e siècle? Il y a 3 phénomènes importants et surtout qui sont liés entre eux, c'est-à-dire le colonialisme,
l'éducation et le nationalisme. D'une part, le colonialisme a besoin de se justifier. Et pour ça, il a besoin de l'école. L'école diffuse à la population en général la légitimité du colonialisme, notamment en taisant la présence contemporaine et concurrente des peuples autochtones sur le territoire. En même temps, l'État colonial souhaite assimiler ces populations autochtones à l'ordre colonial et à la culture européenne et chrétienne, et tout ça pour rendre leur effacement du territoire effectif. Et par quoi passe cette stratégie? Par l'éducation également. Donc, ce sont les pensionnats. Le même moment est aussi celui de la montée du nationalisme, un peu partout dans le monde. Les États veulent se définir comme distincts culturellement et affirmer une identité nationale forte. Et ça, c'est une condition, en quelque sorte, pour se dire civilisé. Et donc, comment transmettre une identité homogène à une population dispersée et clairement pas homogène? Encore une fois, l'école est un merveilleux véhicule. Et donc, vous comprenez que c'est pas pour rien que l'instruction publique se répand et se démocratise très rapidement au 19e siècle. Et là-dedans, on peut voir aussi donc un lien entre la montée du racisme et notamment du racisme scientifique et la démocratisation de l'instruction publique. Donc, ce que ma recherche a pu démontrer, c'est qu'en fait, la diffusion du racisme s'est appuyée finalement sur la démocratisation de l'instruction publique pour être diffusée très, très largement. Et finalement, la troisième question, c'est est-ce que c'est une histoire particulièrement québécoise ou particulièrement canadienne? La réponse, c'est non. C'est une histoire transnationale, c'est une histoire occidentale, c'est une histoire donc qui met au jour les emprunts multiples qu'ont fait les pédagogues québécois. Donc, les manuels scolaires, il y a des bouts qui sont carrément des copies de manuels américains ou de manuels français. On voit en fait les mêmes images circuler dans du matériel scolaire de Finlande, d'Irlande, d'Australie, des États-Unis. Donc, il y a vraiment quelque chose de tout à fait transnational dans cette histoire-là, avec évidemment une spécificité québécoise là où il y en a une, mais grosso modo, c'est une histoire transnationale. Maintenant, ma méthode. Donc, comment j'ai trouvé le processus, à quoi on reconnaît dans les textes, dans les images, l'autre, l'altérité. Et aussi comment ça se retrouve dans les différentes matières. Et donc, la façon dont ça fonctionne, la construction du racisme, donc par l'enseignement de connaissances, entre guillemets, sur les différentes sociétés humaines. Donc, 3 premières caractéristiques, c'est une description différente, une expulsion hors du temps et une attention ethnographique. Donc, on remarque qu'on veut mettre un peuple dans l'altérité lorsque la façon de le décrire, par exemple dans les manuels de géographie, n'utilise pas les mêmes critères que pour les autres sociétés. Donc, on va mentionner des mœurs bizarres et absurdes. On va décrire le corps des habitants. Et ça, on le remarque, par exemple, on va pas remarquer ça pour la description de la Suisse, mais on va le remarquer lorsqu'on est dans la description des peuples khoisans, par exemple. Ensuite, donc, on remarque là un processus de construction de l'altérité. Ensuite, l'expulsion hors du temps reflète le fait que l'on considère un peuple comme stationnaire, hors du temps historique qui est celui de la civilisation. Et c'est ce qu'on voit dans l'exemple suivant. Donc, à l'écran, vous voyez un exemple de composition. C'est tiré d'un cahier de composition que j'ai trouvé dans les archives du Musée de la civilisation à Québec. Hectorine Langevin, jeune fille de 12 ans, rédige les compositions que ses enseignantes demandent. Donc, c'est pour apprendre l'art de la correspondance. Et dans cette composition, elle doit expliquer à une amie l'utilité des sciences qu'elle apprend. Et dans ce passage, somme toute assez banal, il y a l'essence de ce que l'école transmet au 19e siècle. Et donc, elle écrit « Ma bien chère Amélie, tu me demandes l'utilité des sciences que nous apprenons. Parcourons les différentes branches qui composent nos études pour voir en quoi elles nous rendent meilleurs. L'histoire, en nous présentant la vie des personnages les plus illustres, nous encourage à imiter leurs vertus. La géographie nous montre les différents peuples, leurs coutumes, leurs religions, leurs mœurs, et nous engage à louer et admirer Dieu qui a fait tout l'univers. »
Donc, l'histoire, elle est la discipline de soi. L'histoire enseigne les grands personnages et encourage à imiter leurs vertus. Donc, on est vraiment dans la construction de soi. Alors que la géographie nous montre. Donc là, vraiment, on est dans l'idée de la visualité. La géographie, donc, montre les différents peuples, leurs coutumes, leurs religions, leurs mœurs, et c'est Dieu qui a fait tout l'univers. Et donc, ce qui est important à voir, c'est qu'on présente les autres peuples, donc les peuples comme atemporels, comme des sociétés figées dans le temps, comme non historiques. Et là, c'est un petit devoir scolaire, mais ça résume ce que l'école transmet comme savoir. Cette composition illustre parfaitement ce qu'a écrit l'anthropologue Johannes Fabian, et là je le cite, c'est l'absence de l'autre dans notre temps qui a constitué son mode de présence dans notre discours, en tant qu'objet et victime. Dans son étude sur l'altérité et la temporalité dans l'histoire de l'anthropologie, Johannes Fabian s'intéresse à la façon dont cette science des autres s'est constituée sur la base d'un déni de cotemporalité entre l'observateur, donc l'anthropologue, et l'observé. Il démontre comment le temps est devenu central au développement des sciences occidentales au 19e siècle et comment celles-ci ont été intrinsèquement liées aux projets coloniaux. La science a préparé le terrain au colonialisme et l'a ensuite justifié. Et en effet, on peut le voir dans le fait que comment finalement deux corps, celui de l'Européen et celui de l'indigène, pouvaient occuper le même territoire en même temps. Pour éviter ce dilemme existentiel, la science a exilé les populations autochtones dans une autre temporalité, que ce soit dans le temps primitif ou dans l'immuabilité de l'oriental, par exemple. Et donc, la science a permis de reléguer la société conquise dans un temps autre. Un autre exemple donc de construction de l'altérité est tiré de l'apprentissage du français. Donc, c'est pour vous montrer aussi comment les différentes disciplines participent à la construction de l'altérité. Donc, on est tous passés par l'école, j'imagine. Vous savez qu'on apprend au primaire qu'est-ce qu'un adjectif, comment utiliser certains mots de vocabulaire, etc. Et donc, dans le matériel que j'ai consulté, il y a énormément de ce type d'exercice. Et ici, on a un cahier de devoirs d'une jeune fille nommée Annie Pilon en 1897 à Saint-Joseph sur la rive nord de Montréal. Et elle doit trouver 3 attributs convenables à une série de mots. Et l'un de ces mots est le mot peuple. Et Annie Pilon donc écrit les peuples sont civilisés, barbares ou sauvages. Et donc, dans cet exercice de lexicologie, on voit cette construction d'une hiérarchie des sociétés humaines à l'œuvre. Et cette hiérarchie fait d'ailleurs partie des connaissances géopolitiques que les élèves doivent aussi maîtriser lors de leur cours primaire. C'est la même chose avec l'autre exercice qui est tiré d'un manuel de composition. Donc, on a les termes farouches et sauvages et on peut bien imaginer dans l'exercice donc comment on doit compléter les phrases. Donc là, on voit en fait à quel point c'est puissant parce que ce sont des exercices de français. Et ce dernier exemple-là montre aussi comment l'altérité est construite par l'attention ethnographique et par l'utilisation de qualificatifs précis. Les manuels d'histoire nationale contiennent presque tous une section ethnographique sur les mœurs de ceux qui sont nommés Indiens de l'Amérique au temps du contact. Dans les manuels de géographie, cette attention ethnographique, souvent essentialisante, se remarque aussi pour pratiquement tous les peuples non européens. Donc, on va dire des indigènes du Chili qu'ils sont généreux, courageux et fiers, mais pillards, belliqueux, vindicatifs et ivrognes. Les Abyssiniens sont pour leur part barbares et indécents, alors que les Japonais pardonnent difficilement une offense. Ce lexique, il est vraiment particulier aux autres. Les Belges ou les Suisses ne sont pas doux, mais plusieurs peuples non européens sont qualifiés de doux. Doux, féroces, sanguinaires, indolents, efféminés, d'une intelligence assez développée. Voici donc quelques façons de décrire les autres dans les manuels de l'époque. Le vocabulaire de l'altérité comporte plusieurs mots relatifs à l'exotisme qui renvoient à la normativité supposée du lectorat. Donc, on peut penser aux mots étrange, bizarre ou extraordinaire qui reviennent très souvent sous la plume des auteurs des manuels.
Et le mot le plus usuel pour décrire l'étrangeté de l'autre reste le terme curieux et son dérivé curiosité. La géographie enseigne également la théorie des races. Donc là, je vais montrer les images qui servaient à enseigner cette théorie des races dans les manuels scolaires. Donc, cette science des races, qui est la base du racisme scientifique, elle est enseignée aux enfants et assez tôt. Donc, ça fait partie du cursus scolaire dès la 3e année du primaire. Évidemment, au premier coup d'œil sur ces images que j'ai mis à l'écran, on voit littéralement le contenu idéologique qui est transmis aux élèves. Donc, jusqu'à la dernière décennie du 19e siècle, les illustrations représentant les différentes races humaines utilisent toutes le même schéma. Et la race blanche est au centre de l'image et elle surplombe les 4 autres races. Le corps racisé occupe une place importante dans la construction rhétorique de l'altérité à l'école. Grandement influencé par l'évolution des théories scientifiques de la race et par les expositions ethnologiques et coloniales qui ont cours à cette époque dans les grandes villes du monde euro-américain, à Paris, à Londres, à Chicago, à Philadelphie, le curriculum scolaire s'assure d'initier les enfants à ces savoirs, entre guillemets, construits sur la réduction des êtres humains à leur corps. L'école participe d'une attentive monstration du corps de l'autre. Et dans le cas des expositions coloniales, cette monstration découlait de nécessités commerciales. Donc, on exhibait des peuples qu'on disait primitifs pour attirer le public et donc vendre des billets. À l'école, c'est une perspective pédagogique qui justifie le recours à la présentation du corps racisé. L'altérité étant une façon de stimuler l'intérêt des élèves, comme l'ont écrit plusieurs pédagogues dans des revues pédagogiques. Voir l'autre, c'est voir d'abord son corps comme différent. Tout comme le portrait des mœurs indique la présence d'un peuple autre, la description du corps signale également l'altérité. Et à ce sujet, il est important de noter que le corps du blanc n'est à peu près jamais décrit. À l'occasion seulement, dans certains manuels d'histoire, on va avoir quelques détails physiques qui accompagnent la présentation de grands personnages, mais c'est très rare. Et donc, on voit vraiment la division disciplinaire que j'ai déjà évoquée qui est confirmée. Donc, à la race blanche appartient l'histoire et aux autres races revient l'ethnographie. La question raciale offre aussi l'un des exemples où le contenu scolaire francophone et anglophone diffère un peu. Donc, chez les Canadiens français, l'idée de race est un peu plus diffuse. Elle s'accompagne à l'occasion d'un discours sur le sang français. Donc, le Canadien français apparaît alors comme le type parfait du blanc américain. Du côté anglophone, l'idéologie raciale est centrale et elle est imprégnée d'un sentiment d'adhésion et de soutien à l'Empire britannique. Donc, la différence entre le blanc, le white man, et les autres est marquée dans le corps. Ces visions, sans être complètement incompatibles, parce que finalement les deux se définissent toutes les deux sur le présupposé de la supériorité absolue de la race blanche. Ce sont deux visions donc qui sont corrélatives des constructions nationales qui s'opèrent à la même époque au Canada dans ces deux communautés. Et donc, au travers de ces différentes procédures langagières, rhétoriques, visuelles, qui construisent l'altérité, on peut remarquer que l'altérité se présente sous 3 types. Donc, l'altérité culturelle, l'altérité politique et l'altérité corporelle. Et je vais maintenant vous présenter donc les 4 figures de l'autre qui sont les plus importantes dans ce que l'école présente aux élèves québécois. Donc, la figure de l'arabe, la figure du noir, la figure de l'autochtone et la figure du chinois. Donc, la figure de l'arabe s'inscrit évidemment dans l'opposition Orient-Occident, qui est probablement la manifestation la plus fréquente de la construction de l'altérité socio-culturelle dans les discours et les représentations euro-américains. Contrairement aux populations noires et autochtones, la différence des Arabes n'est pas inscrite en premier lieu dans leur corps, même si des allusions au corps se voient aussi pour cette figure. En fait, le rejet dans l'altérité des Arabes dépend surtout de la description de leur mode de vie, de leur système de gouvernement, de leurs coutumes et religions et de l'environnement naturel où ils habitent. L'école, et dans ce cas-ci, l'école canadienne-française principalement,
est une courroie de transmission importante de l'orientalisme, donc cette obsession de l'Orient que l'Occident a nourri tout au long du 19e siècle. L'Orient accompagne l'élève dans ses dictées, dans les histoires qu'on lui raconte, dans les images qui sont présentées à son regard, dans les leçons de géographie qui lui sont données, dans les scènes de théâtre qu'il est amené à jouer et dans les compositions qu'il rédige. La multiplicité des textes scolaires qui dépeignent l'arabe fait apparaître un archétype. Donc, l'arabe qui est mobilisé par la culture scolaire apparaît comme un homme sage, fidèle et viril. Et la reconnaissance de la richesse de la civilisation orientale ne doit pas oblitérer le fait que ces extraits réaffirment constamment le caractère fondamentalement autre de l'Orient. Et ça se remarque notamment par le fait qu'on mentionnera souvent la façon dont ces sociétés traitent les femmes, prétendant que ce traitement est cruel, sans préciser que la situation des femmes dans la société canadienne de l'époque est peu enviable. La deuxième figure, donc, c'est la figure du noir. La typologie raciale dont je parlais il y a un instant introduit cette deuxième figure, donc celle des populations noires. La représentation de ces populations puise à différentes thématiques, parmi lesquelles les plus importantes sont l'animalité, l'infériorité biologique et l'esclavage. D'ailleurs, les représentations des Noirs africains et des Noirs américains diffèrent sensiblement. Les premiers, associés à l'animalité et parfois au cannibalisme, sont décrits comme des peuples sauvages et primitifs. Ils apparaissent d'abord dans les textes scolaires comme un élément du paysage de l'Afrique. Les Noirs américains, pour leur part, lorsqu'ils ne sont pas invisibilisés complètement par le discours scolaire, sont symboliquement liés à la question de l'esclavage, notamment dans les images des plantations des États-Unis. Illustrant une lecture sur la culture du coton, la gravure que j'ai mise à l'écran représente 3 personnes noires, une femme, un homme et un enfant, et une enfant récoltant le coton. 2 vignettes au bas de l'image montrent 2 femmes blanches tissant et filant le coton. Cette gravure n'est pas exceptionnelle. Donc, la quasi-totalité des illustrations représentant des personnes noires en Amérique les placent dans le contexte du travail agricole. Quand elles ne récoltent pas le coton, elles apparaissent dans des gravures sur la canne à sucre, le café, le riz ou le diamant. Et l'une des particularités des images des travailleurs et travailleuses noirs, c'est la forte présence des femmes et dans quelques cas des enfants dans ces images. Contrairement aux textes dans lesquels elles sont tout à fait invisibles, les femmes noires occupent une place de choix dans les gravures. Et cette représentation les positionne dans un rapport d'altérité évident avec les femmes blanches de l'Amérique que mettent en scène les illustrations. Parce que ces dernières, les femmes blanches, sont donc représentées en bourgeoises urbaines ou en mères de famille. Donc, le confinement des femmes noires aux représentations du travail agricole dans une sphère qui n'est ni vraiment publique, urbaine, ni vraiment privée, familiale, les exclut de l'existence à l'extérieur des plantations. Donc, l'abolition de l'esclavage n'a finalement rien changé, semble dire ces images. L'association des populations noires aux denrées produites en Amérique est un stéréotype récurrent dans les images présentées aux écoliers. Et cette représentation confirme l'essentialisation des communautés noires que le discours scolaire opère. Processus durant lequel ces communautés sont déshumanisées. La troisième figure, donc la figure du chinois, ici j'ai un exemple précis pour vous présenter la construction de cette figure. Donc au début de l'après-midi du 18 avril 1872, près de 3000 enfants marchent dans les rues de Québec. Et tous ces enfants convergent vers la grande salle de l'Académie de musique sur la rue Saint-Louis. Tout ce monde se presse pour aller entendre celui qu'on voit à l'écran, le révérend père Vasseur, missionnaire apostolique en Chine, de passage à Québec afin de recueillir des fonds pour ses missions. Et longtemps cet après-midi-là, le père Vasseur entretient ses jeunes spectateurs des mœurs chinoises et de la nouvelle croisade à laquelle il les convie. C'est un prédicateur captivant, c'est un excellent pédagogue. Il va allier l'exotisme aux zèles religieux et même à une imagerie militaire pour gagner les enfants québécois à sa cause. Et d'entrée de jeu, il va évoquer le lien qui unit les enfants
chinois aux enfants québécois qui sont en auditoire. Donc, ce lien-là, c'est l'amour. C'est en mobilisant cette émotion qu'il va rappeler aux jeunes l'existence de millions de petits-enfants de la Chine qui veillent sur eux, donc qui ont reçu grâce aux missionnaires le baptême et qui, une fois morts, une fois décédés, sont au paradis et veillent sur finalement les enfants catholiques du Québec. Mais le père Vasseur va aussi mobiliser d'autres émotions. Il va appeler les enfants finalement à devenir des soldats de la foi. Il va dépeindre une chrétienté européenne pervertie. Il va mobiliser un imaginaire romantique et aventureux pour demander finalement le secours des enfants du Québec. Et donc, tout au long de la deuxième moitié du 19e siècle, les enfants canadiens, tant catholiques que protestants, ont entretenu un lien particulier avec le monde dit païen, représenté pratiquement toujours par l'image de la Chine et des pauvres enfants chinois. Loin d'être exceptionnelle, la conférence du père Vasseur s'inscrit dans la longue histoire de la mobilisation missionnaire des enfants et plus particulièrement des écoliers et surtout des écolières. Au centre de cette rhétorique missionnaire se trouve donc une altérité instrumentalisée au profit de l'éducation émotionnelle des enfants chrétiens. Finalement, la quatrième figure, donc, qui est la figure de l'Autochtone, qui est sans surprise, c'est la figure de l'autre la plus importante dans le matériel scolaire, tant francophone qu'anglophone. C'est une représentation très complexe et elle est complexe notamment parce qu'elle se décline de trois façons que j'ai résumées dans mon livre avec les termes effacement, domination et fascination. Et encore une fois, j'ai essayé de trouver un exemple qui me permettait de résumer cette représentation. C'est celui de la conquête de l'Amérique par Christophe Colomb. Une lecture est proposée aux élèves de l'école primaire en 1876 et elle se lit comme suit. C'est ce que j'ai mis à l'écran. Colomb prit ensuite possession de l'île pour la couronne de Castille et de Léon. Cependant, les insulaires ne s'étaient pas éloignés. Ils regardaient en silence toutes ces cérémonies auxquelles ils ne comprenaient rien. Mais ils semblaient être dominés par le respect en voyant tant de choses extraordinaires. Les Espagnols étaient surpris aussi des nouveautés qui frappaient leur regard. Une nature inconnue s'offrait à leurs yeux, et elle était magnifique. Les plantes, les arbres, différents de ceux de l'Europe, attestaient par leur belle végétation la fertilité de la terre. Les habitants étaient nus, leurs cheveux noirs, longs et droits flottaient sur leurs épaules, leur teint était couleur de cuivre foncé, et leur physionomie paraissait douce et timide. Leur corps et leur visage étaient peints de couleurs éclatantes. Donc, le récit de la première relation de Colomb avec les Autochtones de l'Amérique est représentatif de la conception de l'altérité nécessaire aux entreprises impériales au 19e siècle. Donc, devant l'Européen qui prend possession du territoire, apparaît la figure de l'indigène naïf. Celui-ci ne comprend pas l'univers de sens européen, mais se sent déjà dominé. Quant à lui, l'Européen voit d'abord la nature offerte à sa domination, puis l'étrangeté du corps de l'Autochtone qui requiert une description. Enfantin, dominé, avec sa physionomie douce et timide, cet Autochtone ne fait pas le poids contre la civilisation chrétienne. Et donc, deux options sont possibles. Soit il se civilisera, soit il disparaîtra. Ça, c'est ce qu'on enseigne aux élèves. Donc, certains peuples qui sont dits demi-civilisés ou barbares sont appelés à rejoindre la civilisation et d'autres peuples, comme les Autochtones de l'Amérique ou de l'Australie, vont disparaître. C'est ce qu'explique le discours scolaire. C'est le mythe de la race mourante qui est très répandu dans le matériel scolaire au 19e siècle. Poursuivons l'exemple. Donc, le 12 octobre 1892, donc quelques années après cet extrait dans un manuel, une fête est organisée à Sainte-Thérèse, à Laval, pour souligner le 400e anniversaire de la découverte, entre guillemets, de l'Amérique par Christophe Colomb. Cette fête, elle est racontée dans le journal du Collège classique par un étudiant. Il raconte que les élèves du collège ont résolu de recréer la scène de la découverte de l'Amérique. Et là, je le cite, « Une nouvelle San Salvador, un Christophe Colomb, des indigènes à demi barbares, etc. Tout fut créé dans le temps de le dire.
Sur un tertre de verdure, on érige une grande croix au milieu de démonstrations solennelles. Pendant ce temps, les fuyards, donc les élèves déguisés en autochtones, poussés par la curiosité et s'enhardissant peu à peu, sortent de leur retraite et se hasardent même à venir toucher les vêtements et les armes de leurs ennemis, qu'ils prennent pour des êtres surhumains. Puis, et finita la commedia, l'Amérique était découverte, et le quart d'heure d'après, les naturels du pays étaient redevenus hommes civilisés, catholiques fervents, Canadiens français, écoliers thérésiens. Donc là, ici, on est en 1892, à Sainte-Thérèse, au Québec, dans la recréation par des jeunes garçons de cette rencontre marquante. Cette description d'une fête de collège, tout comme celle du manuel scolaire que j'ai cité avant, somme toute banale, nous offre une incursion fondamentale dans la représentation de la figure de l'Autochtone à l'école. Donc, on voit d'abord la personnification de l'autre. Donc, on joue à l'Indien, ce fameux jouer à l'Indien, c'est ce qu'on fait dans cette fête. Et par là, il y a un effacement de la présence contemporaine des populations autochtones, c'est-à-dire contemporaines pour l'époque au 19e siècle. Il y a aussi une déshumanisation par le caractère banal, mais central de la violence qui est exprimée, donc j'ai pas tout cité, mais dans le petit résumé composé par un jeune du collège. En fait, la description des violences autochtones, qui sont représentées souvent au moment de la conquête coloniale du territoire, donc dans la narration de l'histoire de la Nouvelle-France, sert à légitimer la prise de possession du territoire. Donc, on va vraiment mettre l'accent sur la violence autochtone. On peut voir aussi un autre aspect fondamental de cette représentation, c'est-à-dire le possessif. On va marquer nos indigènes. Donc ça marque qui peut nommer. Il y a une opposition claire entre eux et nous, qui évoque une hiérarchie et une impossibilité à coexister pacifiquement. Et finalement, il y a une maîtrise ethnographique, c'est-à-dire qu'il y a énormément de matériel scolaire qui apprend aux enfants ce qu'étaient les Autochtones, donc en plus c'est au passé, et ça devient un objet de connaissance et ça développe un sentiment de maîtrise. Et c'est ce qui permet finalement à ces jeunes hommes, à ces jeunes garçons, de jouer à personnifier ces personnages en étant convaincus d'être de très bons acteurs, de vraiment, en fait, personnifier ce qu'étaient les Autochtones. Et donc, cet exemple m'a permis de présenter succinctement, mais de façon, j'espère, assez complexe, la représentation des Autochtones qui est omniprésente dans le contenu scolaire et qui me permet de passer à mon dernier point avant la conclusion, c'est-à-dire la question des usages pédagogiques de l'altérité. Donc, à quoi sert finalement cette représentation de l'altérité pour l'école? Donc, il y a d'abord une vertu pédagogique. Donc, c'est vraiment pour intéresser les enfants à l'école. L'altérité était utilisée parce qu'elle fascinait et donc qu'elle permettait de capter l'attention des enfants. Et les pédagogues de l'époque le reconnaissent explicitement, ce potentiel divertissant des différentes figures que j'ai présentées. Ensuite, il y a évidemment un usage récréatif. Donc, il y a une récupération par les enfants, une récupération récréative par les enfants à travers la performance. Donc, les archives comportent plusieurs scènes de blackface, de jouer à l'indien, de revêtir le costume chinois, etc. Des pièces de théâtre qui mettent en scène des personnages arabes et tout ça. Donc, ça, c'est un deuxième usage de cette altérité. Et finalement, l'altérité était aussi utilisée à des fins morales. Et encore là, on voit qu'elle agissait au niveau de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'elle permettait d'apprendre aux enfants les émotions, donc à ressentir de la pitié et de la compassion pour les enfants chinois, par exemple. Elle permettait aussi d'apprendre à détester les Iroquois. Donc, elle participait vraiment à l'apprentissage des émotions. Et ces émotions, en quelque sorte, civilisaient les enfants, les élèves. C'est du moins l'objectif qui était visé par les pédagogues et les autorités religieuses. Donc, en conclusion, quelles sont les conclusions de cette recherche? On peut dire que grâce à l'école, les enfants acquéraient un sentiment d'autorité sur les autres que le discours scolaire leur présentait. L'école participait à la création d'une vision du monde hiérarchique, infusée de pensées racistes. Transparaît alors la façon dont la représentation de l'altérité a produit la blanchité. Donc, je ne pense pas qu'au début du 19e siècle, les Canadiens, dans leur ensemble, apprenaient à se penser comme blancs.
D'ailleurs, les premiers manuels de la période que j'ai étudiée mettent en scène davantage l'exotisme et l'étrangeté des peuples lointains, mais pas la race. Et ce n'est qu'au milieu du siècle que la racialisation de plus en plus scientifique et normative s'installe. Les figures d'altérité n'existent pas dès lors en soi. Elles sont fabriquées par le blanc pour que celui-ci puisse se penser comme blanc. L'attention portée par l'école québécoise aux figures du noir, de l'autochtone ou de l'arabe permet ainsi que les jeunes Canadiens se pensent d'abord et avant tout comme blancs et civilisés, ce qui est en quelque sorte la condition nécessaire à l'affirmation nationale qui se déroule pratiquement au même moment. Finalement, en raison de la quasi-totale absence des femmes dans les représentations de l'altérité, je constate aussi qu'il s'agit d'une profonde réflexion sur la masculinité. Donc, les figures de l'arabe, du noir, de l'autochtone sont tous en général des modèles de virilité, voire d'hyper-virilité, et ça alimente la définition de la masculinité blanche. Les questionnements que j'ai rencontrés en poursuivant cette recherche m'ont évidemment ramené à plusieurs occasions au temps présent. Déjà, l'examen des procédés rhétoriques qui ont défini le vocabulaire de l'altérité font voir d'un œil plus critique leur persistance aujourd'hui et les contextes de leur utilisation actuelle. Donc, on peut penser juste aux termes sauvage ou barbare. Quand on commence à s'intéresser à la façon dont c'est utilisé aujourd'hui dans les médias, par exemple, on réalise à quel point nos conventions discursives actuelles sont encore extrêmement dépendantes des significations données à ces termes au 19e siècle, ainsi que le découpage géographique et racial qui l'accompagnait. Ensuite, cette recherche-là m'a aussi amené à me questionner sur le rôle que doit avoir l'éducation, puisque souvent dans ces questions-là de racisme, on dit qu'il faut plus d'éducation. Mais je me dis aussi, on doit se questionner sur pourquoi notre système d'éducation a été mis sur pied, pourquoi l'instruction publique a été progressivement élargie. Donc, est-ce que c'était pour le vivre ensemble, etc.? Est-ce que c'était pour les besoins de la société démocratique? En partie, mais c'était surtout pour le capitalisme que cette instruction a été mise sur pied. Et donc, savoir d'où vient notre système d'éducation, savoir ce qu'il a fait historiquement, c'est un questionnement finalement permanent pour comprendre c'est quoi, comment nos sociétés créent des récits, créent du sens, créent du symbolique et comment ça a un impact ça a un impact concret sur nos systèmes et sur les actions là, qui sont posées par ces systèmes-là. Et finalement, c'est un héritage qu'on a encore aujourd'hui et dont on doit en fait prendre acte. Merci.